Et en tout cas, il y a des lieux, des endroits où beaucoup d'entre vous ici en plateau ont trouvé leur place, dans laquelle d'ailleurs ils séduisent. C'est la mode, c'est le spectacle. On écoute le témoignage de Stéphanie. Alors Stéphanie, vous avez 25 ans, oui. Vous êtes célibataire, oui. Vous mesurez 1m23 oui. exactement. Vous êtes comédienne. Oui. Vous êtes aussi encore étudiante, vous êtes dans une agence de sosie, oui. Vous êtes le sosie de Betty Boop, on vient de vous voir aussi dans les défilés de mode, oui. Vous avez toute une activité incroyable. Oui. Alors vous avez une maladie excessivement rare, ça s'appelle la maladie des os de verre, qui vous a empêché de grandir, qui était un handicap jusqu'à l'adolescence. Oui. Est-ce que vous avez, vous, des souvenirs de l'enfance, Stéphanie? Je pense que c'est flou. Mon enfance, c'est quand même un peu flou. Mais je me souviens que simplement mes moments passés à l'hôpital, parce que je me fracturais. En permanence. C'est la maladie. Ah oui, oui. C'est le calcium qui ne se fixe pas sur les os. Donc, Et alors, donc vous n'avez pas eu d'enfance? Non, j'ai beaucoup souffert à ce moment-là. Et comment, justement, de tous ces années difficiles où vous étiez repliée, renfermée, vous en êtes arrivée à cette hyperactivité? Quand j'ai envie de faire quelque chose, j'y crois. C'est-à-dire, si j'ai envie demain, si je suis persuadée que je peux être mannequin ou comédienne, je ferai tout pour travailler, mais pour avoir ma place. Je ferai tout ce que je peux donner pour réussir à avoir ma place. Et j'y crois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se cacher. Au contraire, il faut se montrer. Se dire, je suis comme ça. Voilà. Voilà. C'est moi, je m'appelle comme ça. Se montrer, s'imposer, n'importe. Aller sortir, aller dans les discothèques, danser au milieu de la piste. Se faire remarquer. C'est vraiment important. Moi, je me suis imposée comme ça. J'allais en discothèque et je dansais. Et puis les gens ils venaient vers moi parce qu'ils disaient, ah, tu danses bien, tu te débrouilles bien sur la piste. Et puis c'était pas pour me faire remarquer, mais c'était simplement parce que je me suis dit, bon, ma fille, t'aimes la musique, t'aimes danser, danse, vas-y, t'es comme les autres. Tu aimes la même chose que les autres. Et ce que je veux dire aux autres, c'est faites ce que vous avez envie de faire. Mais ne vous occupez pas du regard des autres. Les gens, de toute manière, nous regardent. C'est sûr, on a regardé. C'est évident. Mais ça, vous ne pouvez pas l'empêcher, le regard. Non, on ne l'empêche pas. Il faut que le regard devienne positif. Donc c'est à nous d'être positifs et de s'imposer au même titre que les autres. Donc la différence, pour moi, est un atout. Et c'est en ça que je crois. Voilà, c'est encore un message très, très optimiste. Je vois, chacun, vous avez encore envie d'applaudir. Ah oui, bien sûr. Alors, celle qui incarne aussi la mode, c'est surtout, j'ai envie de dire, donc à Anne Zamberlan. Anne, quand vous avez créé donc les collections, les défilés que l'on va regarder, donc dans l'association Allegro Fortissimo, c'était vraiment aussi parce que les vêtements ne vous convenaient pas, c'était aussi une façon, et puis pour vous, parce que de faire sortir les personnes de forte taille de leur maison, qu'elles puissent défiler. Mais je crois que j'ai passé des années à ouvrir des catalogues VP6 et à n'acheter que des chaussures ou des colliers. Et toute la mode, je pouvais pas et je rageais parce que je pouvais pas être féminine, je pouvais pas être femme. Le pire, je crois, moi en tout cas dans ma vie, c'était les sous-vêtements, les culottes que je n'avais pas, les collants que je n'avais pas, où j'ai passé des hivers à partir sans rien dans la rue, même par les hivers très froids. Et la séduction, alors là, elle n'existait pas. Et ça fait 6 ans que je m'habille, et j'ai 45 ans. Et si vous saviez le plaisir que j'ai à m'habiller, alors ces défilés, c'est tout ça, c'est montrer ces femmes qui ont quelque chose à prouver, dire voilà j'ai 10, je suis comme ça, et les parer. Elles sont un support fabuleux pour la mode. Et ce sont des véritables parures. Parce qu'on travaille aussi sur justement le vêtement en tant que parure. On pense qu'on est des gros tas vulgaires, incapables de bouger. Alors nous, on montre des claquettes, des danses, on montre que le corps existe et qu'il peut être aussi beau en étant gros. Et le vêtement, effectivement, est ce qui permet d'aller vers l'autre. Quand on se sent bien habillé, on a tellement la pêche, on a tellement envie de parler à l'autre, d'être heureux, que finalement, ça nous ouvre une porte, la porte de la communication. La publicité, de plus en plus, on le voit, la publicité utilise la différence. Anne-Marie Dupuis, vous représentez l'agence BDDP.
donc qui a fait la publicité Virgin Megastore. Vous avez utilisé donc l'image. Utilisé, je sais pas. On travaille ensemble. Ah, alors utilisé. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? Vous avez pris. On a fait appel. Oui, vous avez fait appel. Enfin, vous avez utilisé, disons. Voilà. Mais sans, il n'y a pas de, c'est pas péjoratif. J'ai prêté mon corps. Elle a prêté son corps et son visage. Voilà pour cette publicité. Donc Anne, pourquoi aujourd'hui la publicité justement utilise la différence? Je crois d'abord que c'est récent. Oui, ça, oui. Que c'est rare. Et travaillant dans ce métier depuis très très longtemps, je sais que ça a été une bagarre énorme de pouvoir travailler avec tout le monde, montrer toutes sortes de modèles, que c'est un travail de longue haleine, qu'on a un pays très rétrograde à ce niveau. Si on regarde ce qui se passe dans les pays nordiques ou anglo-saxons, l'Angleterre c'est un pays incroyable. Vous regardez la pub en Angleterre, que ce soit pour vendre des cuisinières, des yaourts ou de la mode, il y a tous les modèles. Et vous vous promenez dans la rue à Londres, là aussi on ne va pas se retourner derrière vous parce que vous avez comme ça un gros nez, des grandes oreilles, parce que vous êtes gros ou parce que vous êtes petit. Nous on est un pays conservateur, rétrograde, il y a des progrès. Alors dès qu'on peut le faire, la publicité a un temps de parole énorme, un poids de parole énorme, on est sur les murs, on est à la télé, et donc on a cette responsabilité comme vous l'avez. Quelle était votre idée en demandant à Anne Zamberlan d'emprunter, ça vous va, faire son image? L'idée, c'était de représenter en tant que déesse de la culture, donc ce Virgin Megastore qui était donc le culte de la musique, représenté par une muse. Et donc Anne est devenue notre muse. Françoise Fraioli, vous n'aviez pas l'air d'accord là avec ce qui s'est dit. Non, parce que moi, j'ai pas vécu la même chose. La première fois que j'ai vu cette grosse roue s'étaler sur un panneau, j'ai eu très peur. J'ai dit, mais ça va pas la tête, vraiment. C'est la première chose que je me suis dit. Vous parlez d'Anne? D'Anne, tout à fait. Heureusement. Qui est votre amie, je précise. C'est pour ça que vous permettez. Mais parce que j'ai eu très très peur, j'ai dit, mais elle est folle celle-ci, et ils sont complètement fous. Voilà moi ma réaction. Et j'ai dit, c'est pas bien de se moquer de nous. Donc ça vous a presque autant choqué qu'en fin de compte, Irta, lorsqu'elle était à la foire. Bon, ça, c'est tout à fait personnel, hein. Je ne dis pas que ce soit... Mais pour moi, il y avait une analogie entre... Il y avait une exploitation comme ça d'un corps pour faire vendre de la marchandise. Moi, quand je l'ai vue, j'ai eu beaucoup de plaisir à la voir. Donc sur cette affiche, je me suis dit, ah, tiens, ils ont compris quelque chose. Et donc moi, je trouve que c'est positif, c'est complètement positif. Et elle est belle en plus. Alain Rey, vous êtes directeur littéraire au dictionnaire Le Robert. Vous tenez aussi une rubrique quotidienne sur France Inter. Est-ce que vous n'êtes pas frappé par ces mots qui changent? Autrefois, on disait le nain, maintenant on dit la personne de petite taille. Karine dit, on ne va pas dire différence, mais distinction. Oui. D'où proviennent tous ces changements? Est-ce que dans le fond, ça signifie que la société change ou c'est la même chose et ce sont les mots qui changent? Non, quand les mots changent, il y a des attitudes qui changent. Ce qui est important ici, ce sont les sentiments. Et il me semble que tout le vocabulaire employé est coupable d'une certaine manière. Nain n'est pas un mauvais mot en soi, c'est un mot hérité du grec qui était au contraire un mot affectueux au départ. Je crois que le regard moyen qui est porté sur les gens différents est moins cruel, en France en tout cas maintenant, qu'il ne l'était il y a 20, 30 ou 50 ans. Et ceci, le langage en prend le relais avec retard, comme toujours, et peut-être même d'une manière qui n'est pas la meilleure possible, parce que personne de petite taille, c'est une longue expression, un peu lourdette. Le mot petit, lui aussi, peut avoir de mauvaises connotations. Donc en réalité, ce que je dirais, c'est qu'il faudrait arriver un jour à ce que le mot nain ne soit plus péjoratif du tout, et qu'il puisse être accepté par tout le monde. Moi, j'aimerais rappeler, c'est une chose que l'on a déjà dite avec vous, Patrick Petitjean, dans une émission précédente de Bal et Masque, c'est que les personnes de petite taille, c'est-à-dire les personnes qui mesuraient moins d'1,40 m jusqu'en 1980, je répète, oui, jusqu'en 1980, ne pouvaient pas entrer dans la fonction publique, ne pouvaient pas enseigner. Enseigner, oui, j'ai voulu être... ne pouvaient pas enseigner, ne pouvaient pas être ni instituteur, ni professeur. Parce qu'ils ne représentaient pas la virilité masculine ou féminine vis-à-vis d'enfants. Nathalie, vous aviez entendu donc Monsieur Petitjean lors de cette émission dire ça, que finalement, depuis 80,
80, la loi avait changé, qu'une personne de petite taille comme vous pouvait enseigner, que c'était possible. Et du coup, vous êtes allé, vous avez fait les démarches en vous disant, alors moi, c'est mon rêve, j'ai envie d'enseigner. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous êtes enseignante dans une classe de CE1 ? De CE1, j'ai 23 CE1. Donc j'ai fait ma rentrée à l'école primaire du centre de Gouvieux. Et les enfants, alors vous ont accueilli. Est-ce que de voir ça, est-ce que ça vous a rappelé votre C'est un petit peu la même chose, effectivement, à un âge différent, puisque là, les enfants ont 7 ans, ceux de ma classe. Donc en fait, au début, quand je suis rentrée dans la classe, c'était un petit peu dans la même situation que Patrick, c'est-à-dire que les enfants ont eu un petit temps d'étonnement. Mais à partir du moment où je leur ai dit, voilà, je suis Nathalie Sochala, je suis votre maîtresse, pour eux, c'est tout, c'était clair, c'était net. Nathalie Sochala est notre maîtresse, point. Voilà. Peut-être raconter l'anecdote que tu avais avec un des élèves quand tu es sorti une fois en groupe. Alors, c'était l'année dernière, quand j'étais en stage avec une classe de CM1, un enfant, quand on était sorti pour aller au gymnase, avait vu la situation où une vieille dame m'avait attrapé par les épaules et remis dans le rang des enfants, en disant mets-toi avec les enfants, tu vas te faire écraser. Et cet enfant, c'était l'enfant le plus dur dans la classe, qui semblait avoir le plus de difficultés, au moins au niveau du comportement. Et c'est lui le premier qui a réagi vis-à-vis de cette vieille dame en disant mais ne touchez pas à ma maîtresse, c'est ma maîtresse, elle a le droit de se mettre là. Voilà. C'est très joli. Monsieur Bello, je le disais, vous êtes le directeur donc de l'école de Nathalie. Est-ce que vous avez fait en sorte justement que tout soit possible, c'est-à-dire d'aménager le tableau à sa hauteur? Quels aménagements? Et est-ce que ça a été compliqué de le faire? Non, il n'y a rien de plus simple. Il est évident que Nathalie ayant sa taille, il a fallu apporter un petit aménagement tout simple. J'avais proposé à Nathalie de baisser un petit peu le tableau, et puis elle m'a dit non, une estrade, ça fera l'affaire. Et aussitôt j'ai demandé à la mairie qu'il nous apporte une estrade, ce qui a été fait. Je crois que Nathalie n'a pas été très exigeante. Il y a aussi la serrure de la porte de la classe qui a été déplacée parce qu'elle était un petit peu haute. Mais c'est tout. Nous, dans l'association, on essaye aussi d'essayer de trouver des astuces ou des gadgets. Par exemple, vous les avez apportés. notre stylo, nos stylos antennes, qui permet à certains d'appuyer sur des touches. Mais quand c'est digital, bien sûr, ça ne marche pas bien. Et l'autre problème que l'on a, c'est par exemple là, actuellement, quand une personne de petite taille a des membres courts, donc là, par exemple, on a les jambes pendantes. Donc, toujours à essayer d'avoir aussi, parce qu'au bout de 2 heures qu'on soit assis, d'avoir un système qui permet, de reposer, parce qu'une fois, une heure assis comme cela, on a des fourmillements dans les jambes. Et c'est pas... Donc on essaye de trouver des systèmes pour aussi nous s'adapter qu'on ait 10 000 personnes de petite taille en France qui mesurent en dessous d'1,40 m, et certaines mesurent, la plus petite que je connaisse mesure 76 cm adulte. Je veux dire, c'est pas une vie. Toujours en attente d'être aidé. Alors, parfois, cette différence est assumée et est acceptée, à tel point que des personnes comme Bernadette, sa famille, son mari, vont au-devant de cette différence. C'est leur histoire. Je vous propose tout de suite d'écouter leur témoignage, puisque vous avez adopté Juliane, qui est de petite taille. Bernadette, vous êtes professeure de français, latin, grec. Votre mari est ingénieur. Vous avez 5 enfants, dont Claire Estelle, donc, qui est lycéenne. Vous avez 16 ans. 15 ans. 15 ans à peu près, voilà, pardon. Et Juliane, tu as quel âge, Juliane? 10 ans et demi. 10 ans et demi. Alors, Juliane, vous avez décidé de l'adopter lorsqu'elle avait 4 mois. Ça, vous lui avez toujours dit? Ah oui, tout à fait. Vous en avez toujours parlé ensemble. Oui. Cette décision, vous l'avez prise comment et pourquoi? On a des amis qui ont adopté un enfant trisomique. Et un jour où je passais voir la maman que je trouvais fatiguée, je lui ai demandé des nouvelles de la nourrice qui s'était occupée de cet enfant trisomique. Et elle m'a dit, elle va très bien, elle vient d'accueillir une toute petite fille qui a à peine 15 jours et qui est naine, puisque c'est le terme couramment employé. Bon... c'est enregistré, je rentre chez moi, je raconte ça aux enfants, et les enfants disent on la prend. Et je sais que la veille du jour où on est allé la voir, donc de sa naissance pour nous, elle a
mon mari avait dit, mon cœur d'homme est prêt, mais mon épiderme, je ne sais pas, pourvu que. Et j'ai tenu à ce que ce soit lui qui la prenne en premier dans ses bras. Et elle a planté son regard dans son regard. Elle lui a dit comme ça. Première parole de Juliane. Et ça a été, alors viscéralement, totalement un accueil, quoi. Et le soir, de petite taille, est-ce que c'était pour toi une raison supplémentaire de la vouloir et de vouloir la protéger? Parce qu'on a le sentiment d'une grande protection de toute la famille. Ah oui. Oui, c'est vrai qu'on s'est toujours dit qu'on la protégerait si plus tard elle aurait des problèmes vu sa petite taille. Mais Alors Juliane, lorsque tu parles de toi, qu'est-ce que tu dis, toi? Aux autres? Oui. Bah, je leur dis que je suis de petite taille et ça ne me changera rien dans la vie et que je pourrais faire tout ce que je veux avec eux. Tu dis ça à qui, toi? Je l'ai dit au début à mes amis, parce qu'ils m'ont demandé pourquoi. Et je le dis aux enfants plus petits que moi. Ah, aussi? Qui te posent aussi des questions? Qu'est-ce qu'ils te demandent, tes amis? En fait, ils me demandent pas, mais ils me disent « Ah, la naine et tout ça ». Mais moi, je m'en occupe pas. Alors, la différence de Juliane vous a posé problème ou vous l'avez tout de suite dépassée et ça n'a pas posé de problème? J'ai quand même pas mal gambergé parce qu'entre le moment où elle avait 15 jours, janvier-février 85, et puis le moment où elle est entrée chez nous, j'ai perdu 5 kilos. Donc, il ne faut pas masquer, je pense, il y a tout un travail, il y a tous nos fantasmes qui se mettent en route quand même. Et finalement, donc, quand vous avez décidé d'adopter, c'était que vous aviez surmonté, donc j'imagine, tout ça. Oui, bien sûr. Et que vous disiez qu'elle avait davantage besoin de vous, peut-être, qu'une autre? C'est pas tellement qu'elle était de petite taille, c'est qu'elle n'avait pas de papa, pas de maman. En fait, pour ma part, c'est ce qui m'a le plus mobilisée au départ. Et puis, parce que les parents qui conçoivent un enfant achondroplase, ils doivent se poser des questions, se sentir plus ou moins coupables, se dire pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un enfant comme ça, etc. Moi, j'ai pas du tout eu ce passage-là. Je suis allée au-devant d'elle, on l'a voulu, elle est désirée complètement. Est-ce que vous pensez que c'est plus facile, justement, d'élever un enfant différent quand on n'a pas une implication directe? Moi, je le pense. Est-ce que parfois on vous a dit, mais quel courage? Alors vous qui étiez justement, il n'y avait pas de difficultés apparentes dans votre famille, c'est ce que vous dites, les enfants sont plutôt bien charpentés, intelligents, tout. Je suis allée chercher une difficulté avec un bout de chou, un bout de chou qui est un peu différent par sa taille. Oui, on nous l'a dit souvent. Moi, ça m'agace un petit peu d'abord parce que je trouve que c'est un cadeau formidable. Donc vraiment, bon. Et puis les difficultés, on dit, ah, tu verras les difficultés plus tard. Mais bon, ben non, petit à petit, je vois pas. D'abord, qu'est-ce qui nous dit qu'un autre de nos enfants va pas se casser la figure en vélo ou en... Non, moi je trouve que tout enfant correspond à un acte de foi dans la vie et pas plus pour elle que pour un autre. Vraiment, alors ça, on a le sentiment très fort, mon mari et moi, de ça. Pas plus pour elle que pour un autre. Toi, le fait d'être plus petite que les personnes qui ont ton âge, hein, que les petites filles qui ont ton âge, puisque tu as 10 ans et demi, ou que les petits garçons, est-ce que toi, ça te pose un problème? Non. Non? Tu t'en fiches? Mais avant, je m'en fichais pas, parce que je me disais, ils m'aimeront pas et tout ça, mais... Ah, tu t'es dit ça? Mais après, je me suis tout de suite dit, c'est pas vrai. Est-ce que vous avez, vous, le sentiment que les enfants acceptent davantage la différence? Ça dépend de l'éducation qu'ils ont, de la façon de ce qu'ils entendent chez eux, je pense. Parce qu'elle a parfois quand même été blessée par des remarques faites par l'un ou par l'autre. Oui. Mais elle n'a pas envie d'être blessée. Donc elle n'a pas envie de le retenir. Elle a un filtre, elle est positive, quoi. Mais hein, c'est ça? Hein? Est-ce que vous, quand vous entendez ça, quand elle vous dit ça, est-ce que ça vous fait mal? Oui, bien sûr. Ça vous met en colère? Non, pas en colère. Alors que mes enfants, ça les met en colère. Les autres. Ouais. Non, moi, c'est un petit peu comme quand on la regarde dans la rue. Ça ne me met pas en colère. C'est normal que des gens s'étonnent, soient étonnés. Je trouve qu'on ne peut pas...
ça me paraît normal, ça ne provoque pas ma colère. Mais après, il y a une qualité de regard. Il y a bon, ben, elle est comme ça, c'est comme dans la nature, il y a les myosotis, il y a les tournesols, il y a bon, ben voilà, il y a un myosotis. Mais c'est normal qu'on regarde le myosotis, tout comme on regarde un tournesol. Est-ce que toi, cette différence, tu la ressens, cette différence de taille? Je m'habitue. Tu t'habitues? Ce que je veux dire, c'est que quand j'invite une amie, c'est normal qu'elle soit de cette taille pour moi. Ah oui, oui, oui. Toi, tu l'as... C'est elle qui s'habite. C'est toi. Ah, c'est très joli, ça. C'est toi qui t'habitues à la normalité des autres. Ça, c'est très fort, je dois dire. Mais tu aurais aimé que les autres soient de ta taille? Oui. En même temps, ben, s'ils auraient été de ma taille, j'aurais été contente. Et si ils sont de cette taille-là, ça m'était égal. Mais il faut vous dire qu'on essaye dans notre éducation de la rendre responsable de sa différence. Quand je dis responsable de sa différence, enfin de l'assumer. Je crois qu'on doit être responsable de sa différence. Par exemple, elle sait qu'il ne faut pas qu'elle mange trop, parce que si elle est plus large que haute, c'est pas terrible. Bon. Et t'es gourmande? Tu es gourmande? Oui. Bon, elle veut faire de la musique, on ne va pas lui faire du piano, parce qu'elle ne touchera pas avec les pédales. Et c'est pas toujours très facile pour elle de réaliser cela, mais en même temps, on ne va pas dire non, on va dire, ah bah attends, il y a autre chose. Donc, il y a toujours une solution à trouver. Et on vit sa différence, mais finalement, c'est vrai de n'importe quel enfant. Vous le pensez vraiment? Donc, c'est vraiment aux gens de petite taille, aux gens qui ont une différence, aux gens qui sont trop gros, de s'adapter dans le monde dans lequel ils sont? Vous le diriez dans ce sens-là, vous? Ben, vous savez, pas plus que pour n'importe quel autre enfant. On change un peu le monde et puis le monde nous change. Il y a, j'allais dire, une adaptation réciproque. Donc, penser qu'il y ait de temps en temps des boîtes aux lettres ou des choses qui soient plus basses pour les gens de petite taille ou même pour des enfants, c'est bien. Mais faire un monde réduit, un monde... non, ça, là, je trouverais ça plutôt... je le verrais plutôt comme un enfermement, une réduction même. Parce que le fait de s'y adapter, ça les fait grandir, si je puis dire. Ça les fait grandir quelque part, dans leur tête, dans leur caractère, dans leur volonté, mais comme nous, pour nous adapter, le monde n'est pas forcément comme on veut qu'il soit. Donc, pour nous y adapter, nous aussi, on est obligé de grandir quelque part. Finalement, tu fais quoi à la place du piano? Ou tu vas faire quoi? Synthétiseur. Ah, ben voilà. Mais attendez, elle fait aussi de l'acrosport, c'est-à-dire que voltige et compagnie. Si elle n'était pas arrivée dans votre famille, est-ce que vous pensez que vous auriez le même regard sur les gens de petite taille? C'est vrai que on a été donc habitués à porter un regard d'amour sur Juliane et sur sa différence. Donc du coup, c'est vrai qu'on a tendance à porter aussi un regard d'amour sur les autres personnes différentes. Je crois que c'est grâce à elle aussi. Qu'est-ce que vous a appris Juliane? Plein de choses. Et comment elle vous a transformé, Juliane? Je vous dis, ça nous fait grandir, paradoxalement. C'est joli. Wow. Qu'ajouter de plus après ce témoignage, Albert Jacquard? Que dire? Que dire? Que dire? Au fond, tout est dit. Tout est dit parce qu'il y a un vrai regard sur ce que c'est que des enfants, que des hommes. Le témoignage de la grande fille est aussi très, très significatif. Cet enfant a apporté quelque chose. C'est à celui qui est différent qu'il faut dire merci. Oui, la différence comme richesse. Il faut dire merci à celui qui nous pose problème. Il pose problème, bien sûr, parce qu'il oblige à faire un certain nombre de choses. Mais qu'est-ce qu'il y aurait dans cette société s'il n'y avait pas de problème? Si on était tous parfaits, comme on dit, comme si ça pouvait exister, ça n'a pas de sens. Vous savez, moi je suis grand-père, je pense à ce que sera le monde quand mes petits-enfants auront mon âge, je suis sûr que ça sera un monde différent. Mais c'est maintenant qu'on va décider de ce monde. Ou bien ça sera le meilleur des mondes à la Huxley, la domination, la compétition, la destruction, finalement tout le monde perd. Ou bien ça sera un monde avec un peu d'amour. Et on vient de le voir, l'amour.
Je voudrais peut-être ajouter cette phrase que vous avez écrite dans Éloge de la différence. Être heureux, c'est être beau dans le regard des autres. C'est une phrase magnifique. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.